Je suis comédienne depuis une trentaine d'années et depuis 10 ans, je fais des performances comme des actes de rituel entre l'espace visible et invisible. Très bien. Alors, nous sommes donc à la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar et vous exposez ici dans le cadre des OFF. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai le sentiment que dans votre histoire propre, il y a une certaine tragédie. De quoi s'agit-il? Alors, après toutes ces années comme comédienne et avoir joué différents personnages appartenant à différents répertoires des textes théâtraux, j'ai eu besoin de me demander qui suis-je. Avec ma multiplicité identitaire, à savoir mon père est guadeloupéen et ma mère est indienne. Je suis née dans le sud de la France, dans le sud-ouest, à Bordeaux, et j'ai grandi à Eysines. Tout d'un coup, il y avait tout un tas de territoires qui m'habitaient, avec tout un tas de mémoires, de la réalité, ma mémoire infantile, ou grandir comme seule petite fille noire, être appelée sale négresse, noiraude, était d'une violence à Eysines. Et Eysines, c'est où? C'est à 15 km de Bordeaux. Donc, grandir avec ces mémoires-là, cette violence-là, et devoir prendre sur soi. Mais en même temps, c'était pas plus facile pour moi d'être en lien en Guadeloupe parce que je suis métisse, je ne suis pas complètement guadeloupéenne. Et ce n'était pas non plus facile, encore moins, de me sentir appartenir à l'Inde, puisque je suis d'un père noir. Donc tout d'un coup, il y avait une douleur que je portais continuellement à l'intérieur de moi entre tous ces territoires que je porte en moi, mais comme s'il était impossible, voire extrêmement difficile d'appartenir à ces territoires. Et chemin faisant, j'avais une carrière de comédienne, avec parfois des comportements, des attitudes que les autres pouvaient ne pas comprendre, qui n'étaient simplement qu'une souffrance que je cachais. Et j'ai fait tout un chemin thérapeutique, analytique, humain pour apaiser ça. Mais ce qui est apparu à un moment, c'est que c'était important et urgent. C'était pas comme dire la vérité, mais au moins dire qui je suis. Et mesurer à quel point, dans les traumatismes que je pouvais avoir vécu enfant, quelque part, la présence de la situation coloniale était là. Et ça, c'était très important, très important de se dire, tiens, il se passe des choses, il se sont passées des choses. Par exemple, en Guadeloupe, très facilement, les enfants peuvent être menacés du coup de ceinture. Les parents nous menacent du coup de ceinture. Mais ce coup de ceinture, il vient d'où? Si ce n'est le fouet du colon qui a été transmis, que nos ancêtres ont reçu, et de génération en génération, on se retrouve avec un papa qui dit « Tiens, tu vas prendre un coup de ceinture ». Et sans qu'on remette en question ce geste-là, qui est comme le coup de fouet. Donc dans nos traumas de l'enfance, dans nos façons de vivre, on a tellement de choses où, par exemple, les Indiens aux Antilles, en Guadeloupe, qu'on va appeler Kouli. Or, dans la langue de ma maman, Kouli, en tamoul, c'est la pire insulte. C'est le moins que rien, l'esclave. Tamoul, une langue indienne? Oui, du sud de l'Inde, du Tamil Nadu. Très bien. Alors, vous parlez tout à l'heure du mariage non accepté dans votre famille. Expliquez cela un peu. Donc ma maman est indienne et en passant en France, je vais faire court, et mon papa aussi, il se rend compte, sauf qu'en Inde, on n'épouse pas déjà en dehors de son caste, et alors en dehors de sa race, et encore plus un homme noir, ça ne se faisait pas dans ces années 60. Donc c'est un mariage qui ne va pas être accepté de part et d'autre ou bien d'un seul côté? Je trouve au départ de part et d'autre, après majoritairement de la part de ma famille en Inde, enfin de mes grands-parents. Et forcément, même si je suis admirative du courage de ma maman, parce que si elle n'avait pas eu ce courage, je n'existerais même pas. Et des deux. Mais ça reste que si vous faites quelque chose contre la volonté parentale, il y a un poids à porter. C'est une douleur. Si vous avez les bénédictions de vos parents, c'est beaucoup plus simple. Donc je la trouve très forte, mais en même temps, ça a été beaucoup de souffrance et de douleur. Et vous avez également parlé de renonciation.
Oui, c'est l'acte que je vous présentais tout à l'heure. C'est un acte que je trouve d'une violence sans nom. Non, 1898. Oui. Donc ce sont mes arrière-grands-parents qui ont renoncé. Paternelle ou maternelle? Maternelle, c'est ma maman qui est indienne. Et mon papa est guadeloupéen, comme je vous ai montré sur les photos. L'acte de renonciation appartient à l'Inde. C'est-à-dire, c'est vraiment une violence sur la communauté indienne où les colons proposaient qu'on pouvait renoncer à son nom, devenir français. Mais on pourrait avoir la nationalité française en continuant de porter notre nom. Non, ils s'appelaient Maria Dassou et ils vont devoir devenir Saint-Narcisse. Comme si cette violence coloniale est venue inscrire au plus profond de la mémoire d'une lignée la rupture, la brèche. Avec ce fantasme, on pourrait reconstruire quelque chose pour devenir plus aisé, pour avoir des droits plus accessibles, mais sans prendre en compte la violence de la renonciation. Si aujourd'hui on vous proposait de renoncer à votre identité, de renoncer à votre religion, de renoncer à votre nom, pour devenir un citoyen d'une autre culture, qu'est-ce que vous avez appris entre les mains comme héritage pour vos enfants, vos enfants et vos arrière-petits-enfants? C'est des ruptures d'une violence incroyable. Et pour moi, j'ai eu l'impression par moments que c'est comme vivre avec des fantômes. Les fantômes des histoires familiales, c'est terrible en fait. On a l'impression d'être déraciné et de chercher. Pendant des années, j'ai eu l'impression de devoir chercher comment je m'appelle, qui suis-je, quelle est mon histoire, comment j'arrive à me construire avec des histoires qui n'ont été faites avant moi que par la violence. C'était des renonciations forcées? Non, pas forcées, les gens avaient le choix, mais avec beaucoup de mensonges derrière, ou l'illusion qu'on peut avoir une vie meilleure. Vous portez ce poids de leur renonciation? C'est ce que j'ai ressenti tout au long de mon parcours de vie et d'artiste. Ouais. Pour que moi, arrière. Alors, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Oui, je pense que ça va très bien. Grâce à l'art? Oui, j'ai un grand parcours de comédienne de théâtre. Enfin, quand je dis grand, en nombre d'années, ça va bien. Mais à un moment donné, je trouve que l'artiste, il va de notre responsabilité d'artiste de dire les choses telles qu'on les a vécues, telles qu'on les vit. En partageant une vérité, on permet aussi à une autre qualité d'échange avec les autres. Et j'avais besoin de faire ça, j'avais besoin d'arrêter le temps et au lieu d'enchaîner des rôles, de me poser. Mais je vais très bien et je pense que c'est parce que je vais très bien que j'ai pu m'arrêter et le faire. Sinon, on ne peut pas parler des choses quand elles sont encore à l'état de douleur terrible. Vos arrière-grands-parents ont signé cet acte de renonciation, renoncé à beaucoup de choses, à leur identité, la religion, la culture. Mais vous avez été baptisé, je crois, dans la religion catholique. Vous l'avez adopté ou bien vous aviez envie d'avoir une religion qui appartient à l'Inde? Alors, j'ai été baptisée, il y a des photos de ma communion, donc j'ai fait tout le parcours catholique. Maintenant, dans la partie profonde, qui appartient peut-être au fantasme ou autre, j'avais envie d'avoir une religion qui appartienne à l'Inde. C'est ce que je souhaitais, parce que je pense que c'est ce qui était avant. Et que quelque part, ce que j'appelle les fantômes, 1, 2, 3, 4 générations après, on le sent ça. Et alors après, oui, je me sens proche de la tradition indienne énormément. Vous pratiquez un peu? Je pratique pas forcément une religion, mais en passant par la méditation, par le yoga, par la lecture des textes sacrés, je me suis remise en lien. Et en grandissant, vous avez été aussi victime de racisme?
Alors, en grandissant, pas trop. Dans la petite enfance, énormément. Et une fois que j'étais comédienne à Paris, je ne l'ai pas trop rencontré. Et je pense que c'est tout aussi violent. Je l'ai rencontré d'une autre façon. J'ai rencontré que des gens me disaient que j'étais pas vraiment noire, moi, parce que j'avais pas le front aussi bombé que les autres, les lèvres aussi épaisses. Alors au début, ça semble flatteur, parce qu'on est... le travail de l'assimilation est d'une telle violence qu'on se croit fière et heureuse, presque au tout début flattée, mais c'est là que ça va pas. Même le fait qu'à 18 ou 20 ans, j'ai pu être flattée, qu'on me dise « Ah, mais t'es pas vraiment noire », c'est grave. C'est grave, c'est comme s'il devait y avoir une fierté à ne pas ressembler aux traits épais de mon père, qui sont plus épais que les miens. C'est grave, c'est extrêmement grave et extrêmement violent. Et c'est une autre forme de racisme. Sauf que c'est tellement important de rentrer... Enfin, ce qui était important, c'est quand on fait un métier, quel qu'il soit, on a besoin d'être reconnu par nos pairs, on a besoin que dans ce métier on soit accueilli, accepté et que notre travail soit apprécié pour qu'on puisse travailler. Donc, c'était tellement important d'arriver comédienne à Paris et d'être acceptée et jouer cette carte de l'assimilation. Et il faudra attendre des années, c'est-à-dire que ça fait 14 ans que je vis sur le continent, j'ai vécu 4 ans au Kenya et depuis 10 ans au Sénégal, et c'est en arrivant il y a 14 ans sur le continent qu'un chemin de libération de toutes ces couches-là de violence s'est mis en place. Et, mais parfois dans certains casting, en fait, je ne pouvais pas avoir accès à certains rôles parce que je ne suis pas vraiment noire, en fait. Et puis d'autres moments, je ne suis pas vraiment noire était une flatterie, puis d'autres moments, c'est un reproche. Donc on est tout le temps attaqué sur notre identité.